Donc on est vraiment dans une culture masochiste qui fait que les masses d'étrangers qui arrivent et qui, en grand nombre, ne peuvent plus adhérer à quelque chose qui n'est pas attractif. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Charles Rogeman, considéré comme l'un des pionniers de la prévention de la violence sociale et de l'éducation à la démocratie. Fondateur de la thérapie sociale, nous le recevons aujourd'hui afin de parler notamment de son dernier livre, La société malade. Bonjour Charles Rogeman. Bonjour. Et avant d'évoquer ce livre, tout d'abord, Qu'est-ce que la thérapie sociale ? C'est une tentative réussie, c'est le plus souvent, de guérir des collectifs qui ont besoin de vivre ensemble ou de travailler ensemble, mais qui sont séparés par des méfiances, dans le meilleur des cas, des préjugés, et dans le pire des cas, par des haines. Donc ça peut aussi bien être une prévention de guerre civile, par exemple, dans certains endroits comme en Amérique du Sud, qu'un travail de réconciliation après des guerres civiles comme au Rwanda. Et puis aussi, de façon très courante, dans des pays comme les pays d'Europe occidentale, ça peut être un travail qui peut réunir des gens dans des équipes, dans des hôpitaux, dans des institutions, qui n'arrivent pas à créer une cohésion et pour travailler ensemble dans des situations où il y a beaucoup de violence et qui les expose à des dangers. Charles Rogeman, vous avez une très longue expérience. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà tout ce que vous avez fait tout au long de votre vie et comment est née cette vocation ? Oui. En fait, elle est née d'une histoire personnelle, c'est-à-dire que je suis né en 1942. Mes parents étaient cachés avec moi. Je suis né au moment d'une grande rafle de juifs étrangers. Mes parents étaient des juifs polonais étrangers. Et donc, il y a eu le jour de ma naissance une rafle. Et en même temps, à peu près au même moment, en Pologne, mes 4 frères ont été assassinés. En Pologne, mes grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Donc, je suis né un peu dans cette ambiance de l'après-guerre, avec ce souvenir de ce qui s'était passé. Et puis ensuite, j'ai eu une vie, très... Je ne me suis pas spécialement occupé de cette question-là. J'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de métiers différents. J'ai enseigné la littérature française à l'université. J'ai été agriculteur, viticulteur. J'ai été conteur, j'ai fait des disques pour les enfants. J'ai eu beaucoup de métiers différents. Et j'ai été psychothérapeute. Et dans les années à peu près 80, c'est là qu'on m'a demandé de travailler sur les questions du racisme et de l'immigration. Et c'est là que j'ai tenté une première expérience qui était à l'époque de SOS Racisme, même un peu avant, à l'époque où on moralisait beaucoup les gens. Il y avait la crainte du père Le Pen, le Front National, et donc on disait qu'il fallait que les gens arrêtent d'être racistes, etc. Il y avait tout ça. Et moi, je me suis dit, mais non, je vais tenter une expérience. Comme je suis psychothérapeute, j'étais psychothérapeute à ce moment-là, je vais me contenter d'écouter les gens, de les écouter, et on m'avait demandé de faire des stages sur l'accueil des immigrés. Et donc là, j'ai écouté les gens, et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que derrière les méfiances, il y avait des peurs, que ces peurs étaient quelquefois justifiées par des comportements qui terrorisaient les gens, qui leur faisaient peur. Donc je me suis mis à travailler sur ces questions de violence et à inventer une méthode que j'ai appliquée dans différents quartiers de la banlieue parisienne, de Marseille, de Lyon, un peu tous les endroits difficiles en France. Et c'est là qu'est née la thérapie sociale. Ce travail qui vise
comment dire, à guérir des collectifs qui doivent vivre ensemble, parce qu'ils sont dans le même endroit, ou dans la même équipe, ou qui doivent travailler ensemble, mais qui sont séparés par des méfiances, des haines, des préjugés, et qui n'y arrivent pas. Et donc c'était un travail qui a débouché ensuite sur des actions à l'étranger, aux États-Unis, sur les tensions raciales, en Amérique du Sud, sur les processus de paix, au Rwanda, sur la réconciliation entre les ex-génocidaires sortis de prison et les rescapés, etc., etc. Donc c'est un travail qui se poursuit aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai formé beaucoup de gens dans plusieurs pays, j'ai eu des écoles de formation, je travaille avec des universités en collaboration avec différentes universités aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en France. Et donc voilà, c'est ça la thérapie sociale, pour dire les choses simplement. Mais ce qui est intéressant dans ce travail de thérapie sociale, c'est que les gens, petit à petit, mis en confiance, baissent le masque et disent ce qu'ils savent sur les réalités. Et donc c'est très intéressant parce que ça concerne le livre que j'ai écrit. Ça m'a aidé en écoutant des milliers de personnes, ça m'a aidé à prendre conscience de ce qu'était la réalité aujourd'hui, la réalité sociale, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et je me suis rendu compte que, inversement, beaucoup de gens parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils connaissent par des médias, leurs médias de prédilection. Et donc on a comme ça des groupes dans la société qui sont fracturés, opposés, avec des idéologies différentes. Et c'est ça le climat que nous vivons aujourd'hui, qui est un climat de, comme certains disent, de guerre civile à bas bruit. C'est-à-dire cette ambiance où les gens se diabolisent les uns les autres et n'arrivent plus à créer un nous qui est le nous national tel que nous le connaissons, avec en plus des pressions qui viennent de l'extérieur, pression de la mais je ne suis pas le premier à le dire, pression de la mondialisation, pression du néo-communisme à travers la France insoumise et ce genre de mouvement, et l'islamisation, évidemment, l'islamisme. Ce sont tous des mouvements qui mettent en péril la cohésion nationale. Et donc aujourd'hui, je suis devenu, je dirais, par provocation, je suis devenu un vrai nationaliste. C'est-à-dire que je crois que seule la nation aujourd'hui peut nous protéger de tous ces périls, je dirais, totalitaires, qui sont, comme je viens de le dire, le néo-communisme, la mondialisation marchande, et puis l'islamisme. Et donc aujourd'hui, je pense que la nation est vraiment le cadre qui protège et qui n'est plus ce qu'on a connu autrefois, le nationalisme à l'allemande ou à la fasciste italienne ou à l'Allemagne ou dans l'Allemagne nazie, c'est-à-dire un nationalisme de conquête, de suprématie. C'est plus ça aujourd'hui le nationalisme. Aujourd'hui, c'est ce qui protège les individus et qui leur permet de vivre ensemble le mieux possible. Et on va justement revenir sur tous ces éléments, mais vous êtes également auteur. Oui. Et l'auteur auteur du dernier ouvrage, La société malade. Oui. Et pour commencer, quelle est selon vous la pathologie principale qui aujourd'hui mine la France ? Il y a plusieurs pathologies, mais grosso modo, il y a un climat dépressif qui est que on ne croit plus, beaucoup de gens ne croient plus qu'il est possible de sortir du marasme dans lequel nous vivons. Et puis il y a vraiment chez d'autres une victimisation qui fait que on voit les autres comme des monstres. C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des relations normales les uns avec les autres. Et donc il y a tout ce phénomène de diabolisation des autres qui fait que la société se fracture et qu'il n'y a plus de nous, il n'y a plus de
de cohésion nationale, avec en plus évidemment tout ce qu'on dit, tout ce que tout le monde sait sur l'immigration de masse qui amène des cultures différentes, avec aussi des gens qui n'adhèrent pas en priorité à la vie nationale et à la République, avec tout ce qui, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, ça devient banal, à savoir que on n'a pas beaucoup assimilé parce qu'on a dit qu'il fallait que chacun vienne avec sa culture, avec son espace personnel et collectif. Et ça, c'est pas possible pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Et donc, on a aussi dit que on a beaucoup battu notre couple en disant nous, les Occidentaux, nous avons fait du mal, nous avons colonisé, nous avons fait la Shoah, etc. Alors qu'on ne veut pas voir que toutes les horreurs de l'esclavage, etc., c'est quelque chose qui est universel, et c'est même l'Occident qui a, lui, décidé d'arrêter l'esclavage, alors qu'il s'est poursuivi dans d'autres contrées. Donc on est dans une culture masochiste qui fait que les masses d'étrangers qui arrivent et qui, en grand nombre, ne peuvent plus adhérer à quelque chose qui n'est pas attractif. Et en plus, vivent de plus en plus, comme ils sont de plus en plus nombreux, et vivent dans des quartiers séparés, il y a vraiment des cultures qui se développent, des cultures antagonistes qui se développent. Et donc on a la situation actuelle en France avec beaucoup de violence, beaucoup d'insécurité, mais je répète des choses qui sont dites à longueur de journée. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire un diagnostic un peu plus précis, un peu plus détaillé, et puis d'esquisser des pistes de transformation et des pistes de solutions, plutôt que de se lamenter et de considérer que nous sommes perdus et que notre civilisation est en train de s'effacer ou de se suicider. Moi, je suis un pessimiste actif, c'est-à-dire je pense que la situation est grave, mais pas désespérée, et qu'on peut faire quelque chose à condition de s'y mettre et de regarder les réalités en face, et de ne pas nier, d'être dans le déni de la réalité. Et comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir mis des groupes en présence dans toutes sortes d'endroits en France et à l'étranger, et des groupes qui finalement, petit à petit mis en confiance, parlent de ce qu'ils savent vraiment, ça m'a donné quand même une idée des réalités, et qu'il était important qu'on regarde la réalité en face et non à travers des lentilles idéologiques. Ce que le plus souvent on fait, parce que si je prends l'exemple que je connais bien, puisque je connais bien les questions du Moyen-Orient et j'y ai travaillé, j'ai créé des rencontres aussi entre Israéliens et Palestiniens à une époque, et donc ce sont des sujets que je connais bien, et je vois à quel point les gens, et en particulier la jeunesse, parlent d'un sujet qu'elle ne connaît pas, au lieu de parler de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle sait. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que les gens parlaient de ce qu'ils ne connaissaient pas, ou de ce qu'ils connaissaient par ouï-dire, à travers les propagandes, à travers leurs médias de prédilection, par exemple, qui sont pas les mêmes pour chaque groupe. Et donc les gens ne parlent pas, alors que lorsque les gens parlent de ce qu'ils savent, de leur vie quotidienne, de ce qu'ils vivent eux, ils disent des choses très intéressantes et très intelligentes. Mais quand on parle de ce qu'on ne connaît pas, moi par exemple, je ne me mettrais pas à parler du sujet du Tibet, par exemple. Je ne sais pas exactement ce qui se passe au Tibet. Donc même si j'ai lu des choses sur le Tibet, je considère que ce que j'ai lu n'est pas valable, n'est pas intéressant. Par contre, je peux parler de ce que je connais. Bien sûr. Et alors, je suis désolée, je vais quand même vous... Oui.
continuer dans l'analyse Oui. avant tout de la société. Et justement, vous écrivez dans votre ouvrage, je vous cite, Oui. On ne vit plus ensemble, on se somme de le faire, comme on exhorte un mourant à respirer. À quel moment, Charles Rogeman, cette promesse de vivre ensemble s'est-elle transformée en illusion ? À partir du moment où on ne vivait plus ensemble, on a créé le vivre-ensemblisme. C'est-à-dire une idéologie du il faut vivre ensemble. C'est moral de vivre ensemble. Et à ce moment-là, on a voulu effacer justement les vraies difficultés. On a voulu effacer l'insécurité, on a voulu effacer la haine qu'il pouvait y avoir dans la société. On a voulu dire que l'islamisme n'était pas un véritable danger, etc. Et donc, du coup, on a créé une espèce d'illusion qu'on pouvait vivre ensemble, alors qu'on ne vit plus ensemble. Comme l'a dit, je crois, un ministre de l'Intérieur, là, Collomb, on vit séparés et face à face, bientôt, de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous utilisez la notion d'archipel. Oui, d'archipel. On vit dans des archipels qui ne se connaissent plus, qui ne se fréquentent plus et qui se diabolisent mutuellement aussi. Oui, parce que vous allez jusqu'à parler d'archipel ennemi. D'archipel ennemi, oui, bien sûr. Et donc ça, concrètement, est-ce que vous auriez des exemples actuels à nous donner pour qu'on se rende compte de cette réalité ? Ben oui, je veux dire, la jeunesse, par exemple, qui vote France Insoumise, elle ne fréquente pas les gens qui sont des gens qui vont voter, par exemple, pour le Rassemblement national. Elle ne les connaît pas, elle ne les fréquente pas, et on n'a qu'une société d'ennemis, justement. Et il n'y a pas de... moi, quand j'ai créé des groupes dans des banlieues françaises, autrefois, c'est vrai que... même plus récemment, j'ai par exemple, je vous donne un exemple, j'ai par exemple créé des groupes en Allemagne. Il y avait dans des quartiers de plusieurs villes allemandes, ce sont les maires de ces villes qui m'ont demandé de faire quelque chose, parce qu'il y avait une ambiance électrique, d'inimitié justement entre les gens dans les quartiers. Et il y avait d'un côté des gens qui étaient favorables à l'accueil des immigrés et qui avaient un esprit, je veux dire, qui voyaient que l'Allemagne avait dépassé ses démons et qui voulaient que l'Allemagne accueille la terre entière. Et puis d'autres gens qui voyaient les risques qu'on courait avec cette immigration massive, en particulier en provenance de Syrie ou d'Afrique du Nord. Et donc ces gens-là étaient vraiment, se diabolisaient mutuellement. Et donc il y avait dans les quartiers vraiment une absence de tranquillité collective. Et donc j'ai réuni des groupes à ce moment-là, de ces différentes tendances idéologiques. Et c'était très intéressant parce que, au lieu de se diaboliser mutuellement, petit à petit, avec ce processus de thérapie sociale, ils ont pu entendre l'autre et se mettre à parler ensemble des réalités, justement. Et parler ensemble des réalités qui étaient complexes. Et petit à petit, ça les a aidés à chercher des solutions aux problèmes quotidiens qu'ils pouvaient rencontrer dans cette situation d'immigration massive qui n'était pas voulue par la population. Et pour reprendre un triste exemple actuel, pour revenir sur la mort de Quentin de Ranc, est-ce donc le résultat de cette diabolisation entre plusieurs archipels opposés ? Absolument, oui. On voit bien comment la mort comment même la personnalité de ce jeune homme est vue de façon complètement opposée par les uns et par les autres. Pour les uns, c'est un militant pratiquement néo-nazi. Alors qu'il se revendiquait nationaliste et catholique. Et traditionnaliste. Mais il est vu comme un... Voilà, c'est ça la diabolisation, un militant néo-nazi. Et donc, il n'y a pas possibilité de rencontre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société française. Et cet exemple, il est vraiment typique. Et on voit bien que la violence, aujourd'hui, elle monte et la haine monte dans la société française.
Et cette violence, comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui la guérir ? Il faudrait la transformer en conflit. Moi, je fais une différence entre la violence et le conflit. C'est-à-dire où la violence, où on diabolise l'autre et on ne peut même pas parler avec lui, et le conflit dans lequel on se bat avec l'autre, mais sur des faits réels. C'est-à-dire au lieu d'être dans des fantasmes que l'autre est un monstre, voilà, eh bien on est en conflit et on se bat. Et on se bat sur des réalités. Et tout le travail de thérapie sociale, en fait, ça me permet de mieux l'expliquer. Tout le travail de thérapie sociale consiste à aider les gens à passer de la violence au conflit. Parce que les conflits, ça fait partie de la vie démocratique. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord, mais qu'on ne soit pas d'accord sur des choses réelles. Voyez ? Quand j'ai travaillé, par exemple, au Moyen-Orient, entre des Israéliens et des Palestiniens, au point de départ, il y avait une diabolisation de l'autre totale. Et on ne parlait pas de la réalité. Et quand les gens ont commencé à parler de la réalité, les Palestiniens ont commencé à parler de ce qu'ils vivaient réellement, les Israéliens aussi. Les Palestiniens ont commencé même à parler de la violence qu'ils vivaient dans leur propre société, dans leur famille, dans leur société même, les Israéliens de la même façon, etc. Et là, les gens ont commencé à parler du réel. Et c'était extraordinaire. Un moment décisif pour moi, c'est quand un Palestinien a dit à un Israélien, pour moi, vous êtes toujours des adversaires, je veux vous combattre, mais vous n'êtes plus des monstres et des diables, vous êtes des êtres humains, comme moi. Et si vous voulez, le but de la thérapie sociale, c'est de réhumaniser les gens et de faire que les gens se voient comme des êtres humains, mais des êtres humains avec de la folie, avec des choses vraiment imparfaites, de la méchanceté, etc. Et qu'on parle réellement de ce qui nous oppose, mais pas de façon, diabolisée. Vous voyez ? Même chose, je discute avec beaucoup de gens sur ce qui se passe au Moyen-Orient. On voit bien comment, par exemple, Israël est diabolisé lorsqu'on parle de génocide ou des choses comme ça. On voit bien qu'il n'y a pas une véritable discussion sur la réalité de ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que, par exemple, les pays arabes et musulmans acceptent qu'il existe un État souverain juif ou non ? Mais ils ne le disent pas, c'est pas dit, on dit simplement, on voit l'autre vraiment comme une masse informe et diabolique. Et c'est ça qu'il s'agit de changer. Il ne s'agit pas d'arriver à être gentils les uns avec les autres et bienveillants les uns avec les autres, mais d'arriver à ce qu'on parle du réel et qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le réel, parce que la réalité, elle existe. Mais on n'est pas d'accord sur cette réalité. Mais le problème, c'est pas ça, c'est pas de ne pas être d'accord. Le problème, c'est la diabolisation qui fait qu'on ne peut même pas se parler. Et on ne peut même pas régler les problèmes. Bien sûr, mais toujours selon votre méthode, oui. Imaginons de la mettre en pratique en France, donc justement là, entre ces deux groupes qui sont à l'origine de la mort de Quentin. Est-ce que ce conflit, justement, ne se solderait pas par encore plus de violence ? Non, parce que dans ma méthode, je rêverais de faire ça dans une ville qui serait intéressée à faire quelque chose comme ça après les élections municipales, bien entendu, parce que avant les élections municipales, on est tout à fait dans autre chose. Hein. Il s'agit de gagner. Donc on n'est pas du tout dans essayons de faire quelque chose. Mais après les élections municipales, je rêverais qu'une ville tente l'expérience. Et si vous voulez, dans ce travail-là, ce qui se passe, c'est qu'au départ, les gens sont très violents les uns avec les autres, comme ils sont dans la société en général, puisqu'on est dans une société très fracturée. Mais il y a un processus qui, petit à petit, les amène à se voir eux-mêmes comme imparfaits et les autres en face d'eux imparfaits, et à créer une relation de confiance qui fait que, au lieu de lancer des diatribes générales et diabolisantes, ils se mettent à parler de ce qu'ils savent vraiment et ça change tout. Parce que, si vous voulez,
lorsque des gens parlent de ce qu'ils savent vraiment, de ce qu'ils vivent, alors à ce moment-là, on peut échanger, et même échanger dans le conflit, mais malgré tout, on reste dans quelque chose qui permet d'aboutir à, non pas à un consensus, mais d'aboutir à une compréhension mutuelle qui fait que les choses peuvent se transformer. Alors, ça a l'air utopique de dire ça comme ça, mais oui. je l'ai expérimenté et ça fonctionne. Et ce serait génial si ça pouvait fonctionner en France. Et oui, ça pourrait fonctionner en France, bien sûr. Si vous voulez, l'objectif de ce type de travail, c'est pas d'amener les gens à penser la même chose. Mais ça aboutit à ce que les gens, pensent réellement par eux-mêmes. Et non pas en fonction de ce qu'on leur a dit, en fonction de ce que dit le parti, en fonction de ce que dit une idéologie, mais vraiment de penser par eux-mêmes. Et lorsque les gens pensent par eux-mêmes, on arrive on arrive à trouver des aménagements de la vie en commun. Bien Mais sûr. c'est ça le secret, c'est de penser par soi-même. Et c'est pour ça que je parle d'une éducation à la vie démocratique. Parce que la vie démocratique, c'est du conflit. C'est normal qu'il y ait des conflits. On n'est pas semblables, on n'a pas le même pouvoir, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est normal qu'on soit en conflit. Mais au moins qu'on se batte sur ce qu'on pense réellement. Et pas sur ce qu'on nous a dit qu'il fallait penser, etc. Et on voit bien que dans ces histoires d'extrême gauche et d'extrême droite, on voit bien que ce sont les idéologies qui sont mises en avant et non pas la vie réelle et quotidienne des gens. Bien sûr. Dans votre ouvrage, vous affirmez également que certaines élites ont refusé de nommer des réalités par peur notamment d'être accusées de racisme. Oui, oui. Cette autocensure permanente de la part de nos politiques est-elle justement l'un des symptômes majeurs de la maladie et comment guérir ça, encore une fois ? Oui, oui. Si vous voulez, nos élites, elles ont été formées quelque part. Elles ne sont pas nées comme ça. Elles sont passées dans des écoles, dans des grandes écoles, etc. Et il y a tout un climat qui est né après 1945, et après, en particulier après la Shoah, de plus jamais ça, quoi. C'est-à-dire plus jamais les rafles, plus jamais mépriser les étrangers, plus jamais, etc. Il y a quelque chose qui est né à cette époque-là, qui est devenu l'antiracisme. Et l'antiracisme est devenu une idéologie qui a fait ensuite que, comme dans toutes les idéologies, qu'on n'a plus voulu voir la réalité. Et ces élites sont prises à la fois dans leur propre idéologie, qui sont le bain dans lequel baigne une partie de la population plus ou moins privilégiée, et puis la peur qu'ils ont de la violence, et de la violence qui pourrait naître si on disait les réalités. Mais et donc il y a un déni de réalité. On a nié les problèmes d'insécurité pendant longtemps. Aujourd'hui, on nie plus ou moins les problèmes de l'immigration de masse. Alors que ces problèmes, ils existent. On nie le problème de l'islamisation, alors que ce problème existe aussi. L'islamisation n'est pas le seul danger, comme je l'ai dit tout à l'heure, auquel nous devons faire face. Il y a aussi la mondialisation marchande, bien sûr. Il y a d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a des dangers qui sont réels, des dangers, de mouvements totalitaires qui sont hostiles à la vie démocratique. Mais donc vous pensez que la crainte de dénoncer l'islamisation est également née par le traumatisme de la Shoah ? Oui, c'est donc protéger les minorités. C'est l'antiracisme. C'est l'idéologie antiraciste qui a dominé à une époque et qui continue à sévir aujourd'hui. C'est devenu une idéologie.
Au départ, c'était quelque chose de, de positif. C'était le refus de la haine. Mais le refus de la haine aboutit à l'acceptation de comportements qui étaient des comportements intolérables. Et en particulier sur les questions d'insécurité que j'ai bien connues en travaillant dans toutes les banlieues françaises. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est cette incapacité à voir le réel. Et le réel, il existe, et je pense que dans les milieux populaires, on le voit davantage que dans les élites, parce que les milieux populaires font face réellement à ces difficultés posées par l'immigration de masse en particulier, à travers l'insécurité. Alors je sais bien que les élites refusent de dire qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration, mais tout le monde le voit bien, on voit bien que le lien existe et qu'on peut l'expliquer d'ailleurs. Il ne s'agit pas du tout d'essentialiser l'ensemble des gens qui sont issus de cultures différentes, mais il s'agit de voir qu'il y a une partie de la population qui vit dans les marges et qui a aussi développé une haine dont j'ai expliqué les causes et l'origine, une haine de l'autre, et en particulier de la France. Et au vu de vos nombreux travaux, et là justement de votre ouvrage « La société malade », dans les causes que vous donnez, comment est-ce que vous analysez mai 68 ? Est-ce que ça fait partie aussi des causes de la société malade, ou vous mettez ça totalement à côté ? Non, ça en fait partie. Mai 68, c'était une révolte contre l'autorité de la part de jeunes gens qui étaient souvent des bourgeois, d'origine bourgeoise. Et comment dire, c'est intéressant que vous me posiez cette question, parce qu'en fait, mai 68 a formé un peu nos élites. C'est-à-dire nos élites viennent de mai 68, viennent de l'esprit de mai 68, et avec cette espèce de mise en cause de tout ce qui représente l'autorité à travers l'armée, la police, l'État. Et donc ça fait partie de ce suicide européen où on a mis en cause la famille, la nation, et puis tout ce qui est régalien, c'est-à-dire la police et l'armée, par esprit de rébellion. Et donc ça continue aujourd'hui, à travers la France insoumise. Moi, je pense que la France insoumise est l'héritière de cet esprit de mai 68. Il y a à la fois vous savez, quand vous avez des slogans comme « la police tue », et que ce privilège qui est donné, par exemple, aux gens qui sont d'origine étrangère, il y a ça dans la France insoumise, et ça vient de mai 68, clairement. Dans votre ouvrage, vous énumérez également 4 crises, donc, dont celle du travail, celle de l'autorité, celle du lien et celle du sens. Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous les analysez, et sont-elles finalement incurables aujourd'hui, ces crises ? Non, une crise c'est toujours, comme on dit, un danger, une opportunité. C'est-à-dire la crise du travail, elle est évidente, surtout avec aujourd'hui l'intelligence artificielle. C'est un danger ? Ah bah oui, on voit bien que des tas de métiers vont disparaître, et donc il y a une nécessité d'une éducation plus créative pour que les gens puissent un peu inventer autrement leur vie et leur travail et leur métier. Et puis il y a cette crise du travail, par exemple, crée beaucoup d'angoisse chez les gens, la peur de la pauvreté et la peur de la chute sociale. Alors ça, c'est la première crise. Il y a la crise de l'autorité qui fait... on en a déjà parlé en parlant de mai 68, mais il y a la crise de l'autorité, évidemment, aujourd'hui, et qui crée beaucoup de rébellions dans la société.
Et donc, comme vous l'avez dit, avec, pour exemple, la police. Oui, voilà, c'est un bon exemple. La crise du sens, il y a tout ce qui faisait autrefois l'idéologie commune, la croyance dans le progrès, etc. Tout ça disparaît. Et donc, il y a une tentation de nihilisme et d'un autre côté de fanatisme religieux. Et puis, il y a une crise aussi du lien qui fait que les gens n'arrivent plus à vivre ensemble et vivent séparés les uns des autres en développant des fantasmes sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Alors, pour avancer un petit peu la lecture de votre ouvrage, dans le chapitre 4, Oui. vous appelez à un retour au réel. Oui. Que signifie exactement ce terme? Est-ce qu'il s'agit de rompre avec un déni politique, avec une idéologie ou avec une forme d'illusion morale collective? Absolument. Tout ce que vous dites là, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire le réel. Moi vraiment, ce qui m'a donné ce sens du réel, c'est l'écoute de ces milliers de gens qui, grâce à ce travail de thérapie sociale, finalement, arrivaient à baisser le masque et à dire vraiment ce qu'ils pensaient et ce qu'ils voyaient. Et donc, ce qu'ils voyaient, c'était le réel. Parce que les gens, au lieu de parler de ce qu'ils ne connaissaient pas, se mettaient à parler de ce qu'ils vivaient. Et en particulier, des gens très simples. J'ai écouté des femmes de ménage, des femmes de service dans des écoles, j'ai écouté des mères de famille dans des cités, j'ai des policiers de terrain. Vous voyez, pas seulement la hiérarchie policière. J'ai travaillé un peu partout avec la police. J'ai travaillé dans des écoles de police. À une époque, j'ai participé à la création de la police de proximité. Donc, j'ai entendu les gens. Et là, je me suis dit, je vais être grossier, mais putain, c'est incroyable. Le réel, on ne le connaît pas. On n'en parle pas. Et le réel, c'est quelque chose qui existe et que les gens connaissent. Mais malheureusement, alors là, je mettrai en cause nos élites ne connaissent pas toujours le réel. Parce qu'il y a une raison très simple, je l'ai expérimenté, la plupart des gens maquillent ce qu'ils font. Par exemple, dans les services publics, un jour, j'ai fait des formations de commissaire de police, je discute avec un commissaire de police, et il me raconte qu'il est complètement démuni, il n'y arrive plus dans la ville où il travaille. Je lui dis, mais vous parlez de vos difficultés à votre chef, le préfet? Il dit, ah non, monsieur Rogeman, je ne parle pas à mon chef de mes difficultés. Parce que si je lui dis que ça ne va pas, il va me dire, prenez votre retraite, mettez-vous en pré-retraite. Donc, si vous voulez, partout, les gens ne disent pas ce qu'ils vivent réellement, parce qu'ils ont peur d'être considérés comme mauvais, comme de mauvais éléments, comme travaillant mal, etc. Donc, ils ne racontent pas. Et petit à petit, si vous voulez, dans toute la hiérarchie comme ça, et on arrive à une situation où les gens qui vivent dans le 7e arrondissement de Paris, en fait, ne savent pas ce qui se passe réellement. Alors, ils savent à travers des recherches qui sont souvent orientées. Les chercheurs sont souvent des gens de gauche, donc ils orientent aussi les recherches pour participer à ce déni de ce qui se passe réellement, parce qu'ils ne veulent pas apparaître comme racistes. Il y a la peur du racisme, justement, qui est très prégnante dans ce monde-là, dans le monde des élites. Et donc, du coup, on ne sait pas ce qui se passe, et on le sait trop tard. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que quand les gens parlent sans masque, parlent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils vivent, et là, on peut connaître le réel et on peut comprendre ce qui se passe. Et à ce moment-là, on peut faire quelque chose. Parce qu'une des raisons de l'impuissance actuelle, l'impuissance politique, c'est qu'on ne parle pas de ce qui se passe réellement. Et donc, où on n'ose pas en parler, encore une fois, il y a toutes sortes d'obstacles qui font que le réel n'est pas accepté. Et le réel dans toutes ses dimensions, qui sont quelquefois pas très agréables, bien sûr. Et donc je constate, moi, que la gauche en particulier est plus dans l'utopie de
d'une société idéale qu'il faudrait que dans l'acceptation de ce qui se passe réellement dans la société. Et du coup, c'est la droite qui, elle, n'a pas cette utopie de la révolution permanente qui pourrait exister du grand soir. Du coup, la droite, elle, a plus tendance à parler de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont classés d'extrême droite ou de droite extrême quand ils disent les choses telles qu'elles sont. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, on les met dans les marges, on crée des fronts républicains pour éviter d'entendre, et du coup, alors qu'on aurait besoin d'entendre tout le monde, on aurait besoin d'entendre ces voix-là. Mais moi, je considère aujourd'hui que la droite est plus près du réel que la gauche. Pour des raisons qui s'expliquent parfaitement, c'est que la droite n'a pas les illusions de la gauche. La gauche vit encore dans l'illusion qu'on pourrait arriver à créer une société parfaite, alors qu'il n'y a pas de société parfaite, et que le but, c'est de nous accepter tels que nous sommes, avec notre folie, avec nos maladies les uns les autres, parce que nous sommes tous des êtres blessés dans la société, nous sommes tous des êtres blessés, capables de violence. Moi, je le sais moi-même, par expérience. Nous sommes tous un peu malades dans une société telle que la nôtre, dans des sociétés telles que les nôtres. Et donc, du coup, c'est avec ça qu'il faut vivre. Mais pas avec l'idée qu'on pourrait arriver à créer une société parfaite. Ce qui est le rêve de la gauche. Et donc, ce rêve de la gauche empêche d'accepter le réel. Et justement, pour revenir sur l'extrême droite, oui. Comme vous venez d'en parler... Ce qu'on appelle l'extrême droite. Oui. Je dirais oui, ce que la gauche appelle l'extrême droite. Oui, évidemment. Mais justement, dans votre ouvrage... qui est une droite conservatrice, en réalité. Dans votre ouvrage « La société malade », vous réhabilitez les notions de peuple et de nation, qui sont aujourd'hui devenues suspectes dans certains milieux intellectuels. Et c'est notamment pour ça qu'on emploie si souvent le terme « extrême ». Oui. Comment est-ce que vous les redéfinissez sans tomber justement dans ces extrêmes, dans l'exclusion et dans la diabolisation ? Justement, je pense que, je dis toujours, je suis populiste et nationaliste. C'est des termes qui font peur aujourd'hui. Oui, tout de suite, ça va me faire classer à l'extrême droite. Mais je suis populiste dans le sens où je crois que le peuple, justement, a la sagesse de ne pas être dans des idéologies toutes faites et contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, c'est Jacques Ellul qui le disait dans un livre très intéressant sur les propagandes, il disait que ce sont les gens instruits qui sont le plus sensibles aux propagandes, parce que ce sont des gens qui estiment qu'ils devraient savoir. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont fait des études et qui estiment qu'ils devraient comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Russie, etc. Alors qu'en fait, ils ne savent pas. En fait, ils suivent simplement des propagandes qui peuvent être diverses, bien sûr. Tandis que les gens du peuple, que j'idéalise pas, les gens ont leurs propres défauts, mais au moins ces gens-là parlent de ce qu'ils connaissent davantage et ne parlent pas en termes idéologiques. Donc je suis populiste, c'est-à-dire j'écoute le peuple et j'ai l'habitude de croire que ce qu'il dit souvent est plus proche du réel. Et nationaliste, je l'ai expliqué tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui la nation, c'est plus la nation suprématiste qui veut dominer le monde, comme au temps de l'Allemagne nazie ou du fascisme mussolinien. Aujourd'hui, la nation, c'est ce qui nous protège. C'est le cadre, comme d'ailleurs peut-être aussi la famille, c'est le cadre qui fait que nous pouvons vivre de façon dans un lieu habitable, à peu près, alors que les dangers totalitaires nous menacent. Encore une fois, les dangers d'un néo-communisme sans classe, les dangers islamistes, le danger de la mondialisation, tout ça, ce sont des menaces qui veulent empêcher la vie démocratique. Et je pense que la nation, aujourd'hui, c'est ce qui reste
et qui peut aujourd'hui, une nation souveraine aujourd'hui, c'est ce qui est un contenant protecteur des individus. Charles Rogeman, merci beaucoup. Avant de terminer cet entretien, qu'est-ce que vous voudriez que le lecteur retienne de votre livre? Quel message vous souhaitez faire passer aujourd'hui? Le message, c'est qu'on arrête de considérer ceux qui ne pensent pas comme nous comme des monstres, et qu'on accepte d'entrer en conflit en pensant par soi-même, en pensant par nous-mêmes, et non pas en suivant des propagandes ou des idéologies qui veulent nous formater et qui veulent nous diviser. Merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre livre, La société malade. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner.